Aujourd'hui, on va parler du Parkinson. Je vous rappelle en 2 mots le principe de l'ICM, parce que la plupart du temps, vous l'avez déjà entendu et vous savez ce qu'il en est. C'est véritablement un instrument absolument extraordinaire, avec un concept très particulier, basé sur l'excellence, basé sur l'aspect international. Rassurez-vous, la conférence, les topos seront faits en français, mais ici, en règle générale, on ne parle qu'en anglais. On peut regretter ou accepter, mais c'est la langue de la recherche, et 30% des chercheurs qui sont ici ne sont pas d'origine française, et certains ne parlent pas du tout français. Le 3e élément, c'est le mot partage. Et s'il y avait une spécificité, une particularité ici à l'ICM, c'est que vous avez au même endroit des malades. L'étage au-dessus est un étage d'hospitalisation de patients qui concourent à la recherche. Vous avez des médecins, vous avez des chercheurs et vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des entrepreneurs, des businessmen qui vont essayer de raccourcir le délai entre la découverte de la molécule, la découverte du device, du matériel, du principe, pour arriver au traitement. Or, c'est une véritable course contre la montre quand on voit l'importance des maladies dégénératives. Et donc, cette valorisation de la recherche est un élément essentiel avec le partage que représentent ces 4 personnes que sont le malade, le médecin, le chercheur et l'entrepreneur. Donc, je voudrais très très vite vous demander à Alexis Brice, qui est le directeur général et directeur scientifique de l'ICM. Pardon, de nous présenter comment va se présenter cet après-midi. Et vous allez avoir 3 exposés sur les différents aspects justement du Parkinson. Et puis ensuite, je pense que la partie la plus intéressante, tout au moins aussi intéressante, sera les questions-réponses avec chacun d'entre vous, si vous le voulez. Alexis. Merci Gérard. Donc permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette réunion sur la maladie de Parkinson. Vous remercier de votre intérêt, de votre soutien pour l'ICM. Et puis c'est un plaisir de pouvoir donner la parole à des chercheurs, à des cliniciens-chercheurs, dont vous allez pouvoir prendre connaissance des travaux et puis surtout interagir avec eux. Donc ce que vous allez entendre, c'est finalement l'état d'avancement de la recherche sur certains aspects de la maladie de Parkinson telle qu'elle se pratique à l'ICM. Alors c'est pas du tout exhaustif parce qu'on a plusieurs équipes qui sont vraiment impliquées et donc probablement 3 ou 4 fois plus de chercheurs qui travaillent dans ce domaine, mais ces chercheurs que vous allez entendre, Marie-Laure Velter, Stéphane Huneau et Jean-Christophe Corvol, sont emblématiques de la très bonne recherche réalisée à l'ICM. Et donc, on va tout de suite commencer. Je crois que c'est Marie-Laure. Marie-Laure Velter va venir vous parler très probablement de la stimulation cérébrale profonde, car c'est son domaine de prédilection. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, qui sont les problèmes de troubles de la marche et de chute des patients avec maladie de Parkinson. Donc, mon exposé sera consacré essentiellement à ces troubles chez ces patients, avec ici la spécificité du centre, c'est-à-dire de faire de la recherche à la fois fondamentale, l'objectif étant quand même de pouvoir traiter et aider les patients. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait ici, dans l'Institut du cerveau et de la maladie pinière, pour s'occuper de ces problèmes chez ces malades, avec des programmes dont je m'occupe en particulier, qui concernent à la fois la stimulation cérébrale profonde, qui consiste à l'implantation d'électrodes, je vais y revenir un petit peu, mais aussi des aspects plus ludiques, qui concernent ce qu'on appelle les serious games, et l'intérêt de ce type de prise en charge chez ces malades. Donc le problème de la marche, c'est que c'est une activité locomotrice, comme vous le savez, qui est assez compliquée, qui nécessite de coordonner les 4 membres en bon rythme, à la fois des membres supérieurs et des membres inférieurs, mais aussi qui nécessite de pouvoir interagir avec l'environnement. Parce que quand on marche pour une raison particulière, c'est pour se déplacer, prendre un objet. Parfois on discute avec quelqu'un. Et tout ceci doit être pris en compte dans notre capacité à se déplacer dans la vie de tous les jours, de façon harmonieuse et équilibrée, sans chuter. Et chez les patients parkinsoniens, on sait que la marche est altérée de façon assez précoce, avec déjà cette fameuse réduction du ballon des bras,
cette réduction de la longueur du pas. Et avec l'évolution de la maladie, vont apparaître un trouble très particulier qui s'appelle le freezing de la marche, que vous voyez ici chez ce patient, qui sont l'apparition de blocages moteurs, de blocage de la marche, comme si les pieds étaient collés sur le sol, et vont entraîner des chutes chez le sujet. Et de façon intéressante, ces blocages moteurs peuvent être améliorés par des petits outils, des petites choses assez simples. Comme ici, vous voyez, ce patient utilise un balai. Il a un indice visuel, il va regarder son balai, il va passer par-dessus son balai. Donc on peut utiliser des indices soit visuels, soit des stimulations auditives, soit des stimulations sensorielles. Les gens peuvent compter dans leur tête, par exemple, pour améliorer ce trouble. Ce qui suggère que le pattern de la marche, tout ce qui concerne la partie basse, on va dire la moelle, les muscles, fonctionne normalement en fait, mais que c'est ce contrôle de toute cette activité nécessaire à pouvoir marcher qui ne fonctionne pas bien, et donc en particulier le contrôle au niveau cérébral. Donc chez l'homme, il y a une spécificité, c'est qu'il faut pouvoir avancer et tenir debout sur nos deux jambes en même temps. Chez l'animal, évidemment, on est à quatre pattes, donc les problèmes postureux ne sont pas les mêmes que ceux de la marche bipède. Et pour cela, il y a un ensemble de structures cérébrales qui sont nécessaires. Donc, je ne veux pas vous faire trop peur avec ça. Est-ce qu'il y a un pointeur ou pas? Il y avait un pointeur ou pas? Non, c'est pas grave. Donc, il y a des structures cérébrales qui sont à la surface du cerveau, au niveau de ce qu'on appelle le cortex, qui sont situées dans ces régions assez antérieures, au niveau du lobe frontal, préfrontal, avec en particulier cette structure qui s'appelle l'arme motrice supplémentaire, qui est impliquée dans la préparation, la planification des actions. Il y a des structures cérébrales profondes qui sont touchées dans la maladie de Parkinson. Vous savez que la maladie de Parkinson est liée à une perte des neurones dopaminergiques. Et la perte des neurones dopaminergiques va induire des anomalies de fonctionnement de ces structures profondes qu'on appelle les ganglions de la base, et en particulier du noyau subthalamique. Et puis, il y a aussi des structures dans le tronc cérébral, plus bas situées, juste avant la moelle, en particulier cette région qu'on appelle la région locomotrice mésencéphalique, qui est très importante et qui a été montrée chez l'animal. Si on fait des stimulations électriques dans cette région chez l'animal, on induit des comportements locomoteurs. Donc finalement, c'est assez compliqué de marcher et de tenir debout chez l'homme. Il faut tenir compte de toutes les informations sensorielles qui arrivent, visuelles, sensitives, l'oreille interne, le contrôle de l'équilibre, du contexte émotionnel. Est-ce que je vais chercher quelque chose? Est-ce que c'est de la marche automatique qui fait que je peux parler tout en marchant, par exemple? Des ressources attentionnelles. Et puis, utiliser tous les programmes qui sont déjà mis en place au niveau cérébral, automatisés, et savoir les ajuster, ce qu'on appelle en ligne, c'est-à-dire que si un événement intercurrent survient, il faut pouvoir s'adapter. Par exemple, se déplacer d'un côté, changer son adaptation posturale. Alors c'est assez compliqué d'étudier la marche chez l'homme parce que on ne peut pas faire comme chez l'animal, prendre une partie du cerveau, aller la stimuler, quelque chose comme ça. Donc on a les outils maintenant qui sont d'images. Donc ici, dans le l'ICM, il y a un gros centre de neuroimagerie. Et donc, un des moyens, c'est d'utiliser l'imagerie par résonance magnétique avec ce qu'on appelle des tâches d'imagerie fonctionnelle. Donc on va essayer de regarder le fonctionnement cérébral de nos patients en activant et de façon spécifique sur le réseau de la marche qui nous intéresse, de voir comment ils sont altérés. Et pour cela, on met des tâches, on prend des tâches très particulières. Donc je vous montre ici une tâche qui a été mise au point ici à l'ICM. Donc on a reconstitué en 3 dimensions, donc c'est une tâche de marche virtuelle, le couloir du centre de neuroimagerie qui se trouve au sous-sol. Voilà. Et les sujets sont allongés dans la machine, dans une IRM, et on leur apprend à avoir la sensation d'être en train de marcher en regardant ce petit écran alors qu'ils sont dans l'IRM. L'objectif étant, c'est comme un leurre pour le cerveau. C'est-à-dire qu'on fait croire à leur cerveau, d'une certaine façon, qu'ils sont en train de marcher. Donc ils vont mobiliser les structures cérébrales qu'on a normalement quand on marche, sans bouger. Et en effet, lorsque l'on fait ça, on voit qu'on retrouve, on va rentrer dans les détails, mais des activités au niveau cérébral, si j'arrive à
qui sont proches des structures dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui concernent en particulier l'aire motrice des membres inférieurs. Au niveau des régions plus profondes, on retrouve aussi les structures qui nous intéressent. J'ai parlé des ganglions de la base, ici, le pallidum par exemple, et puis la région du tronc cérébral, ici, la région locomotrice mésencéphalique. Donc on est capable de développer des outils qui vont nous permettre d'aller regarder comment les structures cérébrales dysfonctionnent chez les patients parkinsoniens en comparaison à des patients qui ne sont pas malades. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape préliminaire à l'ICM, nous avons fait cette tâche chez des sujets sains, mais d'autres équipes ont déjà réalisé ce type de choses chez des patients parkinsoniens. Et ils ont retrouvé de façon intéressante des anomalies dans cette région de l'aire motrice supplémentaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, et des anomalies dans cette région locomotrice mésencéphalique dont je vous ai aussi parlé. Donc effectivement, chez les patients parkinsoniens, on a pu démontrer, en tout cas suggérer, qu'il existe chez les patients qui ont un trouble de la marche, ce freezing de la marche, ou une instabilité posturale, des anomalies dans ces régions cérébrales. Donc l'idée a été de se dire, finalement, s'il existe des anomalies de fonctionnement dans cette région cérébrale assez profonde, peut-être qu'en allant modifier l'activité de cette région cérébrale, on pourrait améliorer les troubles des patients. Donc un moyen pour nous de modifier l'activité cérébrale, c'est la stimulation cérébrale profonde. Donc le principe est le suivant, on va positionner à l'intérieur du cerveau des patients des électrodes, ce sont des petites électrodes, vous voyez, celles qui sont ici, qui comptent 4 petits contacts qui permettent de livrer un courant électrique de très faible intensité. Et ce courant électrique a pour but d'aller modifier l'activité de la région qui ne fonctionne pas normalement grâce à l'utilisation d'un stimulateur qui va être connecté à ces électrodes. Donc, cette technique a été tentée pour améliorer les troubles de la marche chez les patients. Donc, il y a une équipe à Grenoble. Vous savez que Grenoble a été la première équipe à utiliser la stimulation cérébrale profonde chez les patients parkinsoniens il y a maintenant 25 ans. Donc, de façon récente, ils ont tenté chez les patients qui avaient ce freezing de mettre des électrodes dans la région locomotrice mésencéphalique. Donc ils avaient 8 patients. Donc sans rentrer trop dans les détails, ici ce sont des scores des patients de marche ou de freezing avant l'intervention chirurgicale, après l'intervention chirurgicale. En fait, en moyenne, ils n'avaient pas observé d'effet significatif sur l'ensemble des patients, mais 4 patients rapporter une amélioration de leur trouble. Donc ce sont des données préliminaires. De façon plus récente, une équipe londonienne a aussi testé cette stimulation chez 7 patients, et ils retrouvent une amélioration du freezing de la marche, c'est-à-dire que plus c'est bas, mieux c'est, et une augmentation de la vitesse de marche. Ici, à la Salpêtrière, nous avons aussi testé la stimulation de la région locomotrice mésencéphalique chez 4 patients parkinsoniens. Voilà. Avec une approche qui est spécifique à cette structure, c'est-à-dire qu'on a couplé l'évaluation clinique des patients, et dans l'ICM, au premier étage, il y a une salle qui est dédiée à l'analyse des mouvements de façon très fine. Voilà, j'ai représenté une photo ici de la pièce. Donc on a dans le sol une plateforme qui permet de mesurer la longueur du pas, la vitesse du pas, des caméras sur les murs qui permettent de reconstituer les mouvements, je vous montrerai un exemple, et on peut aussi enregistrer l'activité des muscles. Donc chez nos 4 patients, ce qui nous intéressait, c'était le freezing de la marche. Donc vous remarquerez qu'après l'intervention chirurgicale, avec la stimulation, on a une réduction du freezing chez nos patients. Et quand on enregistre les paramètres, donc voilà un exemple d'un patient qu'on peut enregistrer, donc grâce à ces caméras, c'est le principe des jeux d'animation. Les gens ont des mires positionnées sur le corps et tout est reconstitué en 3 dimensions avec des logiciels. Donc on peut mesurer très finement les paramètres de marche et de locomotion. On a trouvé que les patients s'amélioraient sur le plan postural par la stimulation du noyau pédonculon-pontin et qu'il existait aussi une amélioration de la vitesse et de la longueur du pas après la chirurgie. Mais ça ne concerne que 4 patients. Donc on va continuer, l'année prochaine on va avoir un autre programme de recherche clinique dans l'Institut sur un plus grand nombre de patients. Donc il est probable que la stimulation améliore le freezing et les chutes.
Ces troubles restent malheureusement quand même présents chez les patients. C'est un traitement quand même chirurgical qui est potentiellement dangereux, qui ne s'adresse pas à tous les patients parkinsoniens. Ce sont des patients qui sont très sélectionnés pour la chirurgie. Et actuellement, malheureusement, il n'existe pas de traitement efficace pour ces troubles qui résistent au traitement d'ogalinage. Alors il y a un moyen thérapeutique qui existe depuis de nombreuses années, c'est la rééducation. Donc il y a eu plein d'études en rééducation avec plein de moyens différents, c'est de la kinésithérapie, c'est de l'exercice physique, c'est de la marche sur tapis roulant, c'est de la danse, du tai chi, enfin plein de choses diverses et variées. En moyenne, ces différentes approches permettent une amélioration des patients, avec une amélioration, donc ça ce sont des études en méta-analyse, c'est-à-dire qu'on regarde toutes les études qui ont été faites chez les patients et on regarde. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, en fait, là c'est 0, c'est avant l'intervention, et après, en moyenne, il y a une augmentation significative de la vitesse de marche. Les patients vont être capables de réaliser un test de marche de façon plus rapide. La balance scale, donc c'est une échelle d'évaluation de l'équilibre, est améliorée, et le handicap moteur est aussi amélioré par ces techniques. Donc dans l'ensemble, toutes ces techniques apportent un bénéfice aux patients, quelle qu'elle soit, quelle qu'en soit l'approche, mais finalement, on n'a pas beaucoup de données sur l'impact de ces techniques sur les troubles qui nous intéressent, qui sont le freezing et les chutes. De façon plus récente, on a vu émerger des approches plus numériques, en lien avec les nouvelles technologies. Donc les premiers, ça a été avec la Wi-Fi. Donc il y a quelques études qui sont sorties ces dernières années sur l'intérêt de l'utilisation de la Wi-Fi chez les patients parkinsoniens, donc en particulier chez les Canadiens qui sont ici. Donc ils ont pris 11 patients parkinsoniens, ils ont fait 40 minutes d'entraînement 3 fois par semaine pendant 6 semaines, donc c'est quand même assez intensif. Et ils les ont fait jouer à différents sports, au golf, au bowling, avec des jeux qui sont commercialisés. Donc vous pouvez acheter le système de que vous mettez à la maison, acheter des jeux commercialisés et le faire chez vous. Donc ce qu'ils ont vu, c'est que les patients parkinsoniens, ici c'est la vitesse, c'est la capacité à rester sur un pas, le temps de capacité à rester sur un pas, s'améliore avec l'entraînement par la Wi-Fi au bout de 3 semaines et encore plus au bout de 6 semaines. Donc il faut faire un certain temps d'entraînement et plus on en fait, meilleur on est. Et de façon similaire chez les sujets sains du même âge. Et aussi, on observe une amélioration de la vitesse de marche. C'est-à-dire que le temps pour faire un parcours se réduit. De façon similaire chez les patients parkinsoniens, mais aussi chez des sujets sains du même âge. En effet, chez les sujets âgés sains, on a une réduction de la vitesse de marche. C'est connu. Il y a eu d'autres groupes qui se sont intéressés à peu près au même type d'approche, qui trouvent qu'il y a une amélioration des activités de la vie quotidienne et qu'il y a une amélioration de l'équilibre chez les patients parkinsoniens. Un autre point intéressant dans la maladie de Parkinson, en dehors des problèmes de la motricité, on sait que les troubles de la marche et de l'équilibre sont corrélés à l'atteinte cognitive des patients. C'est-à-dire que si on a un trouble cognitif, on a plus de risques d'avoir des chutes. Ça va ensemble. Donc une autre équipe s'est posé la question de savoir si on faisait un entraînement cognitif, est-ce que la Wi-Fi, qui a un intérêt sur la motricité, pourrait aussi avoir un intérêt sur la cognition des patients. Donc ils ont évalué 2 méthodes. Ils ont évalué une méthode avec la Wii, les jeux qui sont commercialisés, sur du bowling, du tennis, du golf. Et puis de l'autre côté, ils ont proposé des entraînements cognitifs spécifiques aux patients parkinsoniens. C'est-à-dire qu'ils ont créé une batterie d'exercices à donner aux patients qu'ils devaient faire à la maison. Donc là, c'est encore assez soutenu, c'est 3 fois par semaine, pendant 4 semaines, et à chaque fois 40 minutes. Donc de façon intéressante, c'est que les 2 méthodes permettent une amélioration des performances cognitives. Alors bon, le tableau est un peu compliqué, mais c'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, ils ont montré que, alors que les 2 méthodes améliorent les performances cognitives, c'est-à-dire à la fois la Wii, où on est censé faire du sport et pas censé faire de la cognition, et les tests cognitifs spécifiques, mais que la Wii même était un petit peu meilleure que les tâches cognitives spécifiques à la maladie de Parkinson. Donc tout ça montre que la possibilité d'avoir un outil qui allie à la fois de la motricité, il faut faire les gestes, de la cognition, parce que quand on joue, on fait du golf, du tennis, du bowling, il y a un enjeu, il y a des paramètres dont il faut tenir compte, c'est pas juste faire des gestes répétitifs sans but. Et puis le plaisir de jouer,
le côté émotionnel du jeu, probablement l'ensemble permet une amélioration des troubles cognitifs et des troubles de la marche et de l'équilibre chez les patients Parkinson. Donc ici, de façon récente, a été aussi proposé d'utiliser les systèmes qui permettent de recueillir, de capturer les mouvements des patients. Donc c'est des systèmes un peu plus modernes que la Wii. Donc il y a eu une première étude très préliminaire avec 11 patients où ils ont fait juste une fois pour voir si les gens trouvaient que c'était acceptable de jouer avec le jeu vidéo. Et ici, dans l'Institut du cerveau et de la maladie épinière, on a été lauréat d'un ANR de laboratoire commun. Et donc l'ICM s'est associé avec une société qui s'appelle Genius Group, qui est une société qui fabrique des jeux vidéo. Et on a souhaité créer des jeux vidéo qu'on appelle des serious games, c'est-à-dire des jeux vidéo sérieux pour aider les patients parkinsoniens. Et donc on a conçu un prototype. On s'est appuyé sur les données de la littérature, sur la kinésithérapie, quels semblaient être les meilleurs paramètres à mettre dans le jeu pour améliorer les symptômes qui nous intéressent, les troubles de la marche et les troubles de l'équilibre. Donc il faut que les gestes soient grands, on voulait travailler surtout sur l'adaptation posturale, qu'il y ait des indices visuels, auditifs, qu'on puisse travailler sur la vitesse, l'amplitude. Notre souhait, c'est d'adapter le jeu à la capacité du patient. Donc on a déterminé un certain nombre de postures, de gestes que l'on souhaitait que le patient fasse. Et on a construit notre prototype que vous voyez ici. Donc c'est la première fois qu'on le montre. Donc c'est une petite taupe qui se promène. Et le sujet doit bouger avec la taupe. Il doit attraper des petites pièces. Donc il doit se déplacer soit latéralement, soit lever les bras. Donc il y a du rythme, on peut choisir la vitesse de défilement, la difficulté, le nombre de fois qu'il doit lever les bras ou pas. Et on a différents environnements. Donc là, c'est dans un jardin. On a un environnement dans une mine, où en fait il y a des barres, donc le sujet doit se baisser, la petite taupe doit se déplacer toujours, lever les bras, se baisser par moments. Et puis on a un troisième environnement, qui est un fleuve, et donc c'est comme si on était sur un surf, et on doit bouger le haut du corps en particulier, pour déplacer le surf sur le fleuve. Donc on va commencer l'étude de recherche clinique dans le centre d'investigation clinique, dont va vous parler Jean-Christophe juste après moi, avec des patients parkinsoniens qui ont été opérés pour de la stimulation du maillot subthalamique dans le sang, mais qui gardent des problèmes de marche et d'équilibre. L'objectif pour nous de ce type d'outil, c'est d'avoir un déploiement pour les patients, quel qu'en soit le stade de maladie de Parkinson, et surtout de la possibilité de faire le travail soi-même, à domicile, avec aussi la possibilité de l'adapter et d'avoir la récupération, parce que ces systèmes de Kinect enregistrent des paramètres de mouvement que le thérapeute peut récupérer et adapter l'outil avec le thérapeute aux capacités du sujet. Voilà, donc je vous ai fait un panel un peu rapide, un peu large de ce qu'on fait ici pour les patients parkinsoniens sur la trouble de la marche. Comme on disait tout à l'heure, évidemment, je ne suis pas toute seule à faire ça, on est assez nombreux à être impliqués, en particulier pour la stimulation de Dr Karachi, qui est neurochirurgien, et pour ce qui concerne les serious games, Pierre Foulon, qui travaille dans le groupe Genius. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour, donc Jean-Christophe Corvol, je suis médecin et chercheur également à l'ICM, et effectivement je coordonne une structure un peu particulière qui se trouve au premier étage du bâtiment ici, qui est le centre d'investigation clinique dont Marie-Laure a parlé un petit peu, et qui permet finalement aux patients, aux médecins et aux chercheurs de se retrouver pour réfléchir ensemble et exécuter certaines études où les trois partenaires sont nécessaires. Il faut des patients pour pouvoir étudier la maladie, il faut des médecins pour être sûr qu'on est dans des conditions de sécurité qui sont adéquates, et puis il faut des chercheurs pour l'innovation. Donc c'est ce que permet l'ICM. Je vais juste vous faire 2-3 diapos là-dessus pour vous montrer un petit peu ce que c'est, ce que ça veut dire, avec 2 nouveautés cette année. Et puis ensuite je vous parlerai d'une thématique qui m'est plus particulièrement à cœur, qui est de voir comment est-ce qu'on peut aboutir à une médecine personnalisée grâce au progrès de la recherche dans le domaine de la maladie de Parkinson. Donc le CIC, c'est ce que je vous ai dit, un objectif, c'est de fournir aux investigateurs, soit médecins ou chercheurs, une assistance logistique, administrative, pour pouvoir exécuter les recherches dans des conditions de sécurité et d'éthique, bien sûr, pour les patients,
et dans des conditions aussi de qualité maximale pour pouvoir interpréter ensuite correctement les résultats et les publier bien sûr, puisque c'est là-dessus qu'on est évalué. Alors le CIC interagit avec l'ICM de différentes façons. Enfin, le fait que l'ICM soit au cœur de l'hôpital ici, ça permet au CIC d'avoir accès aux médecins du département de neurologie et de proposer aux patients là-bas de participer aux recherches, d'avoir accès également aux plateformes et aux équipes de recherche de l'ICM et d'être en partenariat avec les industriels, notamment les industriels du médicament. Il y a deux grands objectifs qui sont la physiologie, la physiopathologie, c'est-à-dire mieux comprendre les mécanismes qui aboutissent à ces pathologies neurologiques et psychiatriques, et l'autre qui est l'innovation thérapeutique, pouvoir donner accès aux patients tout de suite dès que les choses arrivent, avant que ça, bien sûr, ça arrive sur le marché. Il faut 10 ans pour qu'un médicament se développe, mais dès le début, on peut avoir accès aux médicaments dans des études, dans des essais thérapeutiques, bien sûr, bien encadrés. Alors pour ça, il y a une structure et du personnel dédié, en fait, une structure qui est donc au premier étage de l'ICM ici, qui fait 1000 m², c'est quand même une grosse unité d'hospitalisation finalement, mais on ne prend pas en charge les patients pour les traitements habituels, hein, c'est vraiment pour la recherche. Et un personnel dédié qui est formé à la recherche clinique. Il y a 6 infirmières de recherche notamment qui sont là. La nouveauté depuis 2 ans, c'est qu'on a étendu finalement cette structure-là à la clinique de neurologie qui se trouve dans un autre pavillon ici dans l'hôpital, pour pouvoir, une fois qu'on a développé des études de preuve de concept, un peu comme fait Marie-Laure sur la marche, pouvoir ensuite les diffuser de façon plus large et les inclure dans le soin du patient, dans la prise en charge du patient, directement au lit du malade. Donc ça, c'est une nouveauté qui a été possible grâce à l'ICM et à l'IHU, qui est l'Institut hospitalier universitaire, qui est partenaire également de l'ICM. Il y a 25 maintenant centres experts Parkinson en France qui sont répartis sur le territoire. Et on a, en parallèle de ces centres experts, construit un réseau de recherche clinique qui comprend l'ensemble de ces centres-là et qui permet d'offrir les mêmes études à tout le monde partout. Donc qu'on soit à Marseille, à Paris, à Bordeaux ou à Rennes, eh bien, on va pouvoir avoir accès aux innovations thérapeutiques de la même manière, sur des procédures qui sont assez standardisées entre les centres. Et donc ça, c'est aussi une nouveauté. Et l'ambition de ce réseau national, qui s'appelle NSPark, qui est coordonné par Olivier Rascol à Toulouse, moi-même et Franck Durispe à Clermont-Ferrand, c'est également de pouvoir offrir la possibilité de réaliser des études à l'échelon européen. Donc on est aussi en relation avec des réseaux similaires en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Angleterre pour essayer d'homogénéiser, de standardiser nos procédures dans ces différents pays et aller plus vite. C'est toujours notre objectif dans le développement des médicaments. Donc je ne détaille pas ici, mais c'est quand même une nouveauté importante. C'est crucial que l'ICM soit présent et au cœur de ce dispositif. Alors ensuite, si on veut parler de la maladie de Parkinson, je ne peux pas vous parler de tout ce qu'on fait au CIC ou à l'ICM en recherche clinique, parce que ce serait trop important. Les grands défis, finalement, j'ai essayé de résumer ça ici, il en manque sans doute. Un des défis, c'est de diagnostiquer plus précocement la maladie. C'est l'Alzheimer qui a été un peu précurseur là-dedans. L'idée étant que pour pouvoir traiter une maladie neurodégénérative, si on arrive trop tard, au moment où il n'y a plus de neurones, c'est trop tard, on n'a plus rien à sauver. Donc si on veut pouvoir traiter les patients plus précocement, il faut faire le diagnostic le plus tôt possible. Or, quand on voit les symptômes apparaître chez les patients, les neurones dopaminergiques, on sait qu'ils ont disparu entre 50 et 70%. Il y a un seuil, on compense, le cerveau compense, jusqu'à ce qu'il y ait plus de 50% des neurones qui est dégénéré au moment où les symptômes apparaissent. Donc l'un des défis aujourd'hui, c'est de faire ce diagnostic précoce. Je vais vous montrer un exemple, mais la génétique peut aider, même si la maladie de Parkinson n'est pas une maladie génétique en soi, mais peut aider à diagnostiquer plus précocement les patients. L'autre chose, c'est qu'on a des traitements aujourd'hui, moi je sais pas ma fiche, qui concernent les symptômes moteurs, ici de la maladie qu'on connaît bien, qui sont la lenteur et puis ce tremblement, mais il y a aussi toute une myriade de symptômes non moteurs
des troubles cognitifs parfois associés, des douleurs, des troubles urinaires, tout un tas de choses, donc des troubles comportementaux, qui fait que le traitement qu'on utilise habituellement pour remplacer la dopamine qui manque dans cette maladie n'est pas forcément efficace là-dessus. Là, vous avez parlé par exemple des troubles de la marche, la dopamine ne marche pas très bien là-dessus, donc il faut trouver des solutions alternatives pour ça. Donc il y a un shift des traitements maintenant vers, un intérêt croissant en tout cas vers ces symptômes non moteurs qui n'ont pas de solution thérapeutique aujourd'hui. Une autre chose importante, c'est les biomarqueurs et l'explosion de la technologie en termes d'imagerie cérébrale, mais aussi en biologie, fait qu'on peut espérer dans les mois, les années qui viennent, avoir des marqueurs qui permettent de suivre la progression de la maladie de Parkinson, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Il n'y a pas de test sanguin. Quand on a le diabète, on dose la glycémie et puis on voit si on est bien équilibré. Dans le Parkinson, ça n'existe pas. Mais il y a un effort considérable qui est fait là-dessus. Tout ça, les biomarqueurs, la meilleure connaissance des symptômes, le diagnostic plus précoce, devrait permettre, dans un avenir assez proche, de développer des essais de neuroprotection. Et en France, on a la particularité d'avoir une méthodologie, une expertise dans la méthodologie de conduite de ces essais, qui fait qu'on on sera, j'espère, en tout cas en première ligne, quand on aura quelque chose à tester. Il y a des choses qui se testent aussi dans ce domaine. Et puis la dernière chose, c'est la médecine personnalisée. De plus en plus, la médecine se tourne vers la société. Marie-Laure vous l'a montré tout à l'heure avec la WII. La WII, voilà, devient un traitement finalement que tout un chacun peut utiliser pour améliorer ses symptômes. C'est un des aspects. Mais l'autre aspect, c'est essayer de ne plus traiter les gens en moyenne, mais individualiser le traitement à un patient donné. Parce que tous les patients sont différents, bien sûr, et ils répondent différemment au traitement. Donc c'est là-dessus que je voudrais vous montrer quelques exemples et vous montrer un petit peu la stratégie. Alors s'il y a des diapositives qui seront peut-être un petit peu compliquées, mais c'est la stratégie qu'on a ici pour pouvoir essayer de développer cette médecine personnalisée. Donc celle-là, elle n'est pas très compliquée. C'est alors PD, je suis désolé, il y a des trucs qui traînent en anglais. C'est vrai que c'est la langue universelle en recherche. PD, ça veut dire Parkinson Disease. Donc ça, c'est une représentation de la population de patients qui ont une maladie de Parkinson. Elle est très hétérogène. Il y a des patients qui ont une forme essentiellement tremblante, il y en a d'autres qui ne tremblent pas, il y en a qui évoluent rapidement, d'autres qui évoluent moins rapidement. Donc c'est très hétérogène. Donc l'idée princeps de la médecine personnalisée, c'est d'individualiser ces différentes formes, comprendre pourquoi ils sont différents, et ensuite donner le traitement qui est adapté pour chaque patient. Alors ça peut se faire à plusieurs niveaux, ça peut se faire comme vous le voyez à droite, la base, essayer de différencier les formes sévères et les formes bénignes. À gauche, ce sont les effets indésirables des médicaments. En bas, c'est la réponse au traitement, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour chacun de ces paramètres, on peut déterminer des facteurs de progression, des prédicteurs d'effets indésirables des médicaments, des prédicteurs de réponse à la L-dopa ou à la dopamine. Dans la maladie de Parkinson, c'est particulier puisque l'environnement, bon, il y a aussi le fait d'habiter près du casino, mais finalement l'environnement auquel on est exposé quand on est patient parkinsonien, c'est le traitement. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, si on ne prend pas de traitement, on n'a pas de dopamine, on ne va pas aller jouer au casino. Si on a de la dopamine, on va sans doute aller jouer on peut aller jouer au casino plus facilement. C'est que 15% des gens qui vont développer ces troubles-là. On pourrait penser que c'est 100%, c'est pas 100%, c'est que 15%. Donc il y a peut-être aussi des facteurs génétiques. Alors il n'y a pas de jumeaux chez les patients parkinsoniens, en tout cas c'est difficile à trouver. Mais par contre, vous voyez ici, un des facteurs de risque de développer ces troubles chez le patient parkinsonien, c'est d'avoir des antécédents familiaux de jeux pathologiques. Si on a un grand-oncle qui s'est ruiné au casino, qu'on a une maladie de Parkinson et qu'on prend un traitement dopaminergique, on a plus de risques que quelqu'un qui n'a pas l'oncle en question. Donc on peut penser qu'il y a des facteurs génétiques. Bon, je vais très très vite parce qu'il y a toute une littérature là-dessus scientifique, hein, mais il y a 2 neurotransmetteurs qui sont supposés comme pouvant être impliqués dans ce type de trouble dans la population générale. La dopamine, je vous en ai parlé, et également la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone de l'humeur, c'est celle qui manque dans la dépression. Et finalement, quand on a une suractivité de la dopamine et de la sérotonine, potentiellement, on est susceptible de développer ces troubles plus facilement. Or, la peau est compliquée, mais finalement, il y a une enzyme
qui participe à la fabrication de la dopamine et de la sérotonine, c'est la dopa-décarboxylase, qui est l'enzyme dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est celle qui donnait les différences qu'on a vues de courbes chez le patient parkinsonien qui prenait la dope. Du coup, on s'est demandé, est-ce que cette enzyme-là ne pouvait pas intervenir dans la susceptibilité de donner le trouble, le jeu pathologique dans la maladie de Parkinson. Donc on a regardé, on a une grande cohorte ici, une des plus grandes en France, longitudinale, où on suit près de 400 patients annuellement pendant 5 ans, de façon prospective, et on a regardé chez ces patients-là combien avaient les troubles du comportement. On trouve à peu près ce qu'on trouve dans la population générale parkinsonienne, c'est-à-dire 115 à 20%. Et du coup, on a regardé est-ce qu'il y a des polymorphismes, les RS, là, les numéros que vous voyez, c'est le numéro du changement de paire de base. Et vous voyez ici qu'il y en a 2, effectivement, qui sont associés, qui multiplient par 2 le risque de développer ce trouble du comportement. Donc, notre hypothèse est vraie, et du coup, on pourrait imaginer se servir de ça pour dépister finalement les patients à risque et leur donner des doses un peu moindres, plutôt que de risquer des problèmes financiers. Alors, je vais terminer là-dessus, et je voulais, là, on a l'impression qu'on va pouvoir tout faire, tout déterminer, tout prédire finalement. Malheureusement, c'est pas vrai. Si on regarde, même si ce risque est augmenté ici, si on regarde ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire c'est la courbe en rouge, c'est les facteurs de risque cliniques de développer ces troubles du comportement. Et ce qu'apporte le gène en plus, c'est ce petit truc bleu en plus. C'est 3% seulement de prédictivité en plus. Donc c'est très peu au niveau d'un gène. Donc sans doute qu'il y a plusieurs gènes qui rentrent en compte dans ces choses-là et qu'il faudra, comme pour le génome, on va regarder tout le génome humain, sans doute que pour faire de la médecine prédictive, il faudra associer plusieurs facteurs et plusieurs génotypes pour pouvoir vraiment être prédictif et utile cliniquement. Donc c'est ça qu'on essaye de faire maintenant. Ça, je passe. Voilà, donc en conclusion, j'ai essayé de vous montrer que les études qu'on fait, notamment dans ce domaine-là, permettent de mieux comprendre l'effet des médicaments. Vous avez vu que ça permet de mieux comprendre aussi la maladie. Et puis notre objectif à tous, c'est d'obtenir cette médecine personnalisée. Vous avez vu aussi l'aller-retour qu'il y a entre le laboratoire, la clinique, les souris, les poissons zèbres, les patients. Et ça, c'est possible que parce qu'il y a l'ICM, que parce qu'il y a le CIC dans l'ICM, que parce que l'ICM est au sein de l'hôpital. Et cette interaction-là, c'est aussi un des rôles de notre institut et du CIC de fournir. Et vous avez vu aussi que les partenaires, il y a l'ICM, il y a l'IHU, je vous ai parlé, il y a le groupe hospitalier, il y a les équipes INSERM, les CNRS. Et bien sûr, il y a le soutien financier, parce que ça coûte très très cher. Et donc on a besoin de tout. Voilà, donc ça implique plein de gens, bien sûr, que je remercie ici. Et puis un dernier message, parce qu'on m'a demandé de le faire. On m'a dit, les donateurs, au CIC, on fait des études chez les patients, et puis on fait aussi des études chez le volontaire sain, pour tester les différents instruments, par exemple, que le Brésilien met en place. Et donc on peut donner de l'argent, mais on peut aussi donner de soi. Et donc on a une liste ici de volontaires sains qui sont d'accord pour participer et pour prendre part directement aux recherches que je vous ai montrées là. Donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas, j'ai plein de formulaires. En plus c'est la tranche d'âge qu'on cherche. Parce que les sujets de 20 ans, on a les étudiants de l'ICM, mais après c'est plus difficile à trouver. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous si vous voulez remplir le questionnaire. Merci de votre attention. Et voilà ce qui se passe lorsque l'on met des poisons mitochondriques. Par exemple, ces pesticides dont je vous ai parlé. Eh bien, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle une fragmentation du réseau. Les mitochondries se fragmentent. Et ces mitochondries fragmentées sont en fait caractérisées par une production d'énergie qui est en baisse. Elles sont beaucoup moins efficaces. Et elles produisent aussi du stress oxydatif. Vous voyez ici un lien que l'on peut faire déjà entre l'hypothèse du stress oxydant et l'altération mitochondriale. Dans la maladie de Parkinson, on pense que ce mécanisme de fragmentation existe. Là encore, vous avez ici des clichés
de microscopie électronique. Ici, dans un neurone dopaminergique sain, qui est observé chez un individu normal, on voit des très belles mitochondries, avec leurs belles crêtes. Et vous avez ici des exemples de mitochondries observés dans des neurones dopaminergiques souffrants dans le cerveau de malades parkinsoniens. Vous voyez clairement la différence de ces deux types d'images. Vous avez ici des mitochondries qui sont complètement fragmentées, condensées, et l'on voit même des mitochondries qui présentent des anomalies morphologiques, une désorganisation complète et une vacuolisation. Donc dans la maladie de Parkinson, dans les neurones qui dégénèrent, les mitochondries présentent des altérations morphologiques qui rappellent le mécanisme et le processus de fragmentation que je vous ai montré précédemment. L'objectif thérapeutique, eh bien vous l'avez compris, l'objectif thérapeutique ici est de tenter de trouver un moyen pour empêcher les mitochondries de se fragmenter. Et si l'on arrive à trouver un moyen pour faire cela, eh bien peut-être qu'on arrivera à sauver un certain nombre de neurones. Le point d'interrogation, bien entendu, c'est qu'est-ce que l'on peut trouver comme moyen pour empêcher ce processus de fragmentation et donc de préservation des mitochondries. C'est là où l'histoire intéressante commence, précisément. Cette histoire commence avec une discussion avec un collègue et ami toulousain, chercheur à Toulouse, dont l'expertise est l'étude des virus, et notamment des virus dits neurotropes. C'est quoi les virus neurotropes? Ce sont des virus qui vont infecter spécifiquement les neurones. Il existe des virus qui n'infectent que les neurones, on appelle les virus neurotropes. Et le résultat de ces discussions avec cet ami toulousain, qui n'est pas neuroscientifique, neurobiologiste, qui s'intéresse aux virus, est que il existe des virus qui, pour maintenir la cellule infectée, c'est-à-dire la cellule hôte, une fois qu'ils ont infecté la cellule, développent des stratégies, ont développé des stratégies pour empêcher le neurone infecté de s'autodétruire, de mourir. En effet, il y a un intérêt pour l'organisme que ces cellules infectées meurent avant que le virus ne se réplique et soit disséminé dans l'ensemble de l'organisme. C'est une stratégie de défense de l'organisme, finalement, que d'autodétruire ces cellules infectées pour préserver le reste. Eh bien, ces virus neurotropes, certains d'entre eux, ont développé des stratégies pour contrer cette mort du neurone de façon à garder la cellule hôte en survie et de façon à avoir le temps de se répliquer, de se disséminer. Ce sont des virus très intelligents, finalement. Et pour faire cela, eh bien, ces virus ont développé, comme je vous l'ai dit, des stratégies. Et une des stratégies du virus est notamment de produire une protéine qui va cibler cette mitochondrie. Je vais vous en parler plus. Donc voici l'idée, qui est a priori triviale. C'est peut-on utiliser des facteurs viraux comme outil thérapeutique pour traiter la mort neuronale? Parmi ces classes de virus, il y en a un qui nous intéresse particulièrement, qui est le virus de la maladie de Born. Voici un peu sa structure schématique. Ici, une image en microscopie électronique de ce virus. Et parmi les faibles nombre de protéines que ce virus produit pour survivre et se répliquer, il y a une protéine qui a été appelée protéine X. Ne me demandez pas pourquoi elle a été appelée X. Mais la particularité de cette protéine X, c'est qu'elle cible, comme je vous l'ai dit, la mitochondrie. Et on voit ici, avec un marquage de la protéine X d'une cellule infectée par le virus de la maladie de Borna, eh bien, un aspect filamenteux
qui rappelle celui du réseau mitochondrial. Donc effectivement, cette protéine X, parce qu'elle est produite par le virus au sein du neurone, va aller cibler la mitochondrie, se loger, si vous voulez, dans la mitochondrie. Cette protéine X, pour le virus, elle est essentielle pour maintenir en vie le neurone. Vous avez ici des souris, alors ce sont des coupes de cerveau de souris, qui ont été infectées par le virus de la maladie de Borna. Ici, infectées par un virus dit sauvage, c'est-à-dire tout à fait normal. Et ici, un virus dont on a modifié le patrimoine génétique et dans lequel on a muté et donc invalidé, si vous voulez, la protéine X, et seulement la protéine X. Sans protéine X, le virus est toujours capable d'infecter les neurones. Ça ne l'empêche pas d'infecter le neurone. Mais ce qui va se passer, c'est que lorsque la protéine X est invalidée et mutée, eh bien, les neurones infectés vont commencer à dégénérer, vont mourir. Et ce sont tous les petits points ici marrons que vous voyez qui représentent des neurones en voie de dégénérescence. C'est un marqueur de mort neuronale. Alors que la souris qui est infectée avec le virus sauvage, on ne voit pas tous ces neurones en dégénérescence normale, puisque la protéine X, dans ce virus, a bloqué la mort du neurone. Donc la protéine X est essentielle au virus de la Borna pour maintenir son hôte en survie, et ce, probablement via un mécanisme qui fait intervenir la mitochondrie. Alors l'idée était la suivante. On s'est dit, est-ce qu'on peut, en dehors du contexte viral, récupérer cette protéine X et l'utiliser comme outil thérapeutique dans des neurones qui dégénéreraient tel qu'on peut l'observer dans un contexte de la maladie de Parkinson. Parce que je vous ai dit que dans la maladie de Parkinson, il y a une altération mitochondriale. Donc, on avait ici un modèle de choix pour tester ça. Alors, pour commencer, on n'a pas été directement le tester chez l'animal, bien sûr. On a utilisé des systèmes de neurones en culture, dans les boîtes de pétri, mais des systèmes un peu particuliers. Ici, une photo de ce type de système. Ce sont ce qu'on appelle des chambres orientées de culture. Orientées pourquoi? Parce qu'elles nous permettent de séparer les différents compartiments du neurone. Le compartiment du corps cellulaire, vous voyez ici. Le compartiment des terminaisons synaptiques, les axones, voilà. Et puis ici, les prolongements, les axones, dans la chambre intermédiaire. Alors ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'on sait que dans les maladies neurodégénératives, pas seulement dans le Parkinson, le processus de neurodégénérescence commence probablement au niveau des terminaisons. Et donc, si on trouve un moyen pour sauver les terminaisons très précocement, on aura probablement un moyen qui sera beaucoup plus efficace pour protéger les corps cellulaires. Et donc, ce qu'on a fait dans cette expérience, c'est qu'on a mis les neurones en culture, on les a traités, on les a infectés avec le virus de la maladie de Borna, et puis on a induit leur neurodégénérescence, la dégénérescence neuronale, avec des poisons mitochondriens. On a regardé l'effet de cette infection virale. Alors vous avez ici la situation normale. On est dans cette chambre, au niveau des axones, des terminaisons. Lorsque l'on met le poison mitochondrial, vous voyez la fragmentation très avancée du réseau axonal. Les terminaisons et les axones dégénèrent. Et lorsque l'on infecte les neurones avec le virus de la maladie de Borna, qui donc exprime une protéine X normale, eh bien vous voyez qu'on protège assez efficacement, c'est spectaculaire, les axones de la fragmentation. Alors on a été un peu plus loin, bien sûr, c'est-à-dire que ici on infectait les neurones avec le virus entier. Donc le virus, certes, exprime la protéine X, mais exprime beaucoup d'autres protéines virales. Donc il restait la possibilité que ce ne soit pas la protéine X qui soit responsable de cette neuroprotection, mais d'autres protéines virales.
Donc en fait, on a isolé la protéine X du contexte viral et nous avons fait exprimer cette protéine X seule dans un vecteur particulier qui nous a permis de démontrer de façon formelle que c'était bien la protéine X qui a été responsable de cette nouvelle protection. Pour aller un peu plus loin, nous avons analysé l'effet de cette protéine X sur la fragmentation mitochondriale qui était l'hypothèse de départ. Vous voyez ici que des neurones, toujours en culture, qui sont traités par ces poisons mitochondriaux, présentent des mitochondries fragmentées, ici dans le prolongement, dans l'axone du neurone. Vous voyez ces mitochondries fragmentées. Et avec la protéine X, vous voyez des mitochondries qui sont beaucoup plus longues, beaucoup plus filamenteuses. Et donc oui, la protéine X protège, empêche la fragmentation mitochondriale provoquée par les poisons mitochondriaux. Alors ça, c'est bien joli. C'était une première preuve de concept de l'intérêt thérapeutique de cette protéine. On a voulu aller un peu plus loin. Donc on a testé cette stratégie, cet outil, chez l'animal in vivo. Est-ce qu'on arrive à avoir les mêmes effets neuroprotecteurs dans un modèle intégré chez l'animal? Et donc pour cela, nous avons utilisé la souris comme modèle. Et donc vous avez ici le cerveau de cette souris. Hein. Ici, les gros globules rouges, ce sont bien les structures striatales, dans lesquelles on va trouver les terminaisons dopaminergiques des neurones localisés dans la substance noire qui est ici. La mitochondrie, l'altération mitochondriale n'est pas le jardin secret de la maladie de Parkinson. Les altérations mitochondriales ont été décrites dans d'autres maladies neurodégénératives. Il pourrait donc être intéressant de savoir si cet agent thérapeutique pourrait avoir des applications beaucoup plus larges au-delà de la maladie de Parkinson pour d'autres pathologies, comme la maladie d'Alzheimer, le Creutzfeldt-Jakob, la maladie de Charcot, etc. Je voudrais terminer, bien sûr, en remerciant tous nos sponsors et généraux donateurs, car, je le rappelle, mais c'est une évidence, c'est aussi grâce à la générosité de nos donateurs que les chercheurs qui travaillent à l'ICN ont accès à des infrastructures de très haute qualité, ont accès à des moyens technologiques de très haute qualité, et c'est ce qui permet de booster, si vous voulez, à la fois la recherche que nous effectuons ici, mais également de booster l'innovation et d'aller au-delà des frontières des connaissances pour que demain puissent voir le jour des traitements innovants et efficaces. Donc merci à vous.